Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Les Craquantes, ou en VO The Golden Girl. C'est une série américaine en 180 épisodes de 26 minutes sur 7 saisons, une sitcom quoi, et produite par Paul Jungerwhite, Tony Thomas, Susan Harris et Mark Stonkin. Elle est diffusée du 13 septembre 1985 au 9 mai 1992 sur la chaîne NBC. En France, la série a été diffusée du 7 janvier 1981 au 28 avril 1995 sur Antenne 2 et France 2. Puis du 26 avril 86 au 25 janvier 99 sur France 3. Elle sera rediffusée en intégrale sur Teva en 1999. Et depuis 2021, la série est disponible dans certains pays francophones sur la plateforme Disney+, dont la 7e saison a bénéficié d'un redoublage. On suit l'histoire de 3 femmes sexagénaires magnifiques, partageant la même demeure à Miami. Rose Nylund, jouée par Betty White, est une Norvégienne américaine, originaire du Minnesota, et d'une innocence sans bornes. Elle se perd souvent dans ses divagations, centrées sur la petite ville agricole de Saint-Olaf, son village natal haut en excentricité. Elle est d'une naïveté extrême, elle prend au pied de la lettre les remarques sarcastiques de Dorothée, irritant cette dernière par sa bêtise et son attitude puérile. Elle était mariée à Charlie Nylund et à sa mort, elle a déménagé à Miami. Elle a eu 5 enfants avec lui, elle finit par trouver du travail dans un centre de conseil aux personnes en deuil, mais change plus tard de carrière et devient assistante d'un journaliste spécialiste dans les consommateurs, sur une chaîne de télé locale. Elle aura alors une relation avec Mike Weber, joué par Harold Gould. Blanche Devereaux, jouée par Rue McClanahan, est une aristocrate sudiste nymphomane d'Atlanta. Elle trouve sa joie dans la conquête d'un maximum d'hommes, tout en partageant les détails avec ses 2 meilleurs amis. Elle est employée dans un musée d'art. Son mari est décédé et elle aussi a 5 enfants, ou 6, je sais plus. Dorothée Zbomak, jouée par Béatrice Arthur, est une enseignante new-yorkaise d'origine italienne, fraîchement divorcée après 38 ans de mariage, de Stanley dit Stan Zbornak, joué par Erd Hellman, qu'elle qualifie de rebut du genre humain. Elle s'était mariée avec lui à cause de sa grossesse au lycée. Il a quitté Dorothy pour une hôtesse de l'air, avec laquelle il a eu 2 enfants, Kate et Michael est joué par Scott Jacoby. Elle apporte à l'histoire son étonnement face aux situations cocasses. Elle contraste beaucoup avec ses 2 colocataires excentriques. Ses commentaires sont ponctués de sarcasme et d'une expression pince sans rire. Ces 3 femmes ne seraient rien sans la présence dynamique de Sophia Petrillo, jouée par Estelle Getty, la mère de Dorothée. Née en Sicile, elle incarne la passion de ses origines italiennes et ne mâche pas ses mots. Elle est une excellente cuisinière. Sophia a déménagé à New York après avoir fui un mariage arrangé avec Guido Spirilli. Elle a épousé Salvatore dit Sal Petrillo, joué par Sid Melton, avec qui elle a eu 3 enfants. Elle vivait dans une maison de retraite suite à un accident vasculaire cérébral. Mais la maison de retraite brûle et c'est comme ça qu'elle emménage avec Blanche, Rose et Dorothy. L'idée d'une série comique mettant en scène des femmes âgées a émergé lors du tournage d'une émission spéciale télévisée au studio NBC à Burbank, en Californie, en août 1984. Pendant la promotion de la nouvelle série Miami Vice, 2 actrices, Selma Diamond de Night Court et Doris Robert de Remington Steele, ont participé à un sketch parodique intitulé Miami Nice, mettant en scène des personnes âgées vivant à Miami. Le vice-président senior de NBC, Warren Littlefield, a été intrigué par cette idée de comédie avec des grands-mères et a envisagé une série basée sur cet humour. Suite à cela, Littlefield a rencontré les producteurs Paul Jungerwhite et Tony Thomas pour leur demander un scénar sur cette idée. Ils refusent leur première proposition et ils referont un autre scénario pilote pour Miami Nice. Et Paul Jungerwhite demande à sa femme, Susan Harris, qui se trouve en semi-retraite depuis la fin de sa série Swap, d'écrire un scénario. Elle accepte ce défi, bien que sa vision d'une sitcom sur des femmes dans la soixantaine différait à la demande initiale de NBC, qui eux voulaient une série pour des femmes d'environ 40 ans. Littlefield, cette fois, approuve la production après avoir reçu ce scénario pilote. Et c'est le réalisateur du Cosby Show, Jay Sandrich, qui dirigera la réalisation de ce premier pilote. Et il a été enregistré le 17 avril 1985. Il incluait un personnage gay nommé Coco, joué par Charles Levin, suggéré par Brandon Tartikoff, le président de NBC. Mais après le pilote, ce personnage de Coco a été supprimé de la série, car le lieu principal de la série était la cuisine, et ça cassait la dynamique entre les personnages. Coco était le serveur des filles. Et lors de l'avant-première de NBC, la projection de la série a été ovationnée. Elle a rapidement reçu une commande complète de 12 épisodes. L'idée de la série était originale, mais il y a quand même quelqu'un, Nancy
Bradfield qui a trouvé le moyen de déposer une poursuite fédérale pour violation de droits d'auteur contre la Walt Disney Company et NBC Studios, et les créateurs de la série. Elle affirmait que la série était basée sur un scénario rejeté par NBC en 1980. Le tout s'est arrangé à l'amiable en coulisses. Les Golden Girls ont été tournées devant un public de studio, en direct, et l'émission est la deuxième série télé produite par Walt Disney Company sous le label Touch Home Television. Elle a été distribuée par Buena Vista International, INC. Susan Harris, la créatrice, a contribué à plusieurs épisodes de la première saison avant de prendre un rôle moins actif tout au long de la diffusion. Les scénaristes en chef Kathy Spear et Terry Grossman ont écrit pour les 4 premières saisons, suivis par Mark Stolking, Richard Vazzi, Tracy Campbell et Mark Cherry, et Michael Urils ont écrit eux pour les saisons suivantes. Dès son arrivée sur le petit écran, la série fut un succès d'audience instantané. Elle est devenue un incontournable de NBC le samedi soir. La série était un tel phénomène qu'elle était systématiquement numéro 1 des audiences. Et elle faisait ça en abordant des sujets controverses à l'époque comme l'homosexualité, l'immigration, le harcèlement sexuel, la grossesse chez les ados et bien d'autres. Et récemment, en 2020, il y a un épisode de cette série qui a été accusé d'avoir fait une blackface, ça se trouve dans un épisode de la saison 3, et il fut retiré de la plateforme de streaming Disney+, et il a été remis en 2023 quand quelqu'un a compris qu'un masque de beauté noir n'est pas une blackface. C'était l'anecdote ridicule de cette décennie. Oui, ça coupe ce que j'étais en train de dire, mais c'était rigolo, fallait que je le place quelque part, parce que c'est très con. En 1980, ça posait pas de problème de se tartiner un masque noir sur la gueule, et en 2020, ça pose problème. Cette génération, une génération de débiles avec leurs histoires de woke. Allez, je reprends ce que j'étais en train de raconter. Alors, il y a des tensions qui ont émergé après la 3e saison, concernant les blagues désobligeantes sur l'apparence physique de Béa Arthur, qui commençait à sérieusement en avoir marre de ces blagues. Alors elles ont été réduites par la suite dans la série. Les scénaristes ne se rendaient même pas compte à quel point ça touchait à Béa Arthur, toutes ces conneries qu'il racontait sur son physique. La saison 6 a suscité des incertitudes sur la participation future de Béa Arthur. Une fois son contrat terminé, elles commencèrent à en avoir marre de jouer ce personnage et pensaient en avoir fait le tour. Ils ont envisagé Debbie Reynolds comme une possible remplaçante de Béa Arthur. Mais les producteurs ont conclu que personne ne pouvait reproduire l'alchimie des 4 actrices originales. Et Béa Arthur a décidé de s'engager pour une dernière saison. Terry Hughes était un réalisateur des plus productifs. Il a fait 108 épisodes, et pour les fans américains, c'est à son départ que la série a commencé à descendre en qualité. Donc dans le final de la série, en saison 7, qui a duré 1 heure, diffusée en mai 1992, Dorothy rencontre et épouse l'oncle de Blanche, Lucas, joué par Leslie Nielsen. Elle déménage à Hollingsworth, manoir à Atlanta. Sophia doit la rejoindre, mais à la fin, elle reste avec les autres femmes à Miami. Et la série a continué sous un autre nom, un spin-off nommé The Golden Palace. Et ce final décraquante a été quand même regardé par 27,2 millions de téléspectateurs, rien que ça. La plus âgée des actrices, Estelle Getty, souffrait de trac. Sa situation s'aggravait au fil des saisons, avec des difficultés à mémoriser les répliques. Les producteurs ont introduit des cartes aide-mémoire pour l'aider, et elle commençait à tomber gravement malade. Les co-stars ont décrit l'impact de la démence de Getty sur la fin de sa vie. Elle n'arrivait même plus à les reconnaître. Getty est décédée en 2008 suite d'une démence à corps de Lévy. Le premier épisode de la série, lui, a attiré plus de 25 millions de téléspectateurs, battant le Cosby Show en 1984 pour la première place des audiences cette semaine-là. Le rôle de Sofia Petrillo a été le premier des 4 rôles à être attribué. Estelle Getty a remporté le rôle de la mère énergique de Dorothy Zbornak grâce à des critiques élogieuses sur son travail dans Torchon Trilogy. Getty, initialement de retour à New York, a obtenu l'autorisation de son agent de revenir en Californie début 85. Elle pensait que ça serait sa dernière chance de trouver du travail à la télévision vu son âge. Et d'ailleurs, Estelle Getty, qui joue donc la mère, est en vrai plus jeune d'1 an que Béa Arthur, qui jouera sa fille. Judith Werner, la directrice de casting, avait été impressionnée par l'audition de Getty. Elle l'a choisi pour le rôle de Sophia, et même si Getty était impressionnante, les producteurs de la série, eux, avaient choisi une autre actrice en premier lieu. Et Jess Andrich, le réalisateur du pilote, a joué un rôle déterminant dans le casting de Blanche Devereux et de Rose Nylund. Rue McClellan et Betty White étaient toutes deux envisagées pour le rôle l'une de l'autre, mais elles ont finalement échangé de rôle à la dernière minute car McClellan avait déjà joué un rôle similaire dans une série précédente. Le nom de Blanche a été choisi en référence à Blanche Dubois de Un train nommé Désir, sorti en 1951, pour le rôle de Dorothy, qui a d'abord été proposé à Ellen Stritch. Mais elle a échoué au casting. Susan Harris a demandé à Rue McClellan de convaincre Béa Arthur
avec qui elle avait travaillé sur la série Maud, d'accepter le rôle. Arthur a insisté et elle a accepté après avoir appris que McClellan et White avaient échangé de rôle. Et le nom de famille de Dorothy Zombark, qui est très chiant à prononcer, a été inspiré par Ken Zbondmark, qui a travaillé comme régisseur sur cette série. Bien que Bea Arthur et Betty White aient bien travaillé ensemble sur le plateau, elles n'ont pas développé d'amitié personnelle en dehors du tournage. Les différences d'approche et de personnalité entre ces deux actrices ont parfois créé des tensions car elles avaient une approche complètement opposée du travail d'acteur et de façon de jouer. White s'adressait au public et était plus chaleureuse alors que Arthur restait dans son rôle et s'isolait. Mais les 4 actrices prenaient régulièrement une pause déjeuner ensemble pendant leur jour de travail. C'est la costumière Judith Evans qui s'est occupée des costumes de la série, en créant des looks uniques pour chacune des 4 actrices. Elle les adaptait à la personnalité de leurs personnages et des demandes des actrices, en les harmonisant aussi avec le décor de la Floride, rien que ça. La conception des costumes n'était pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Elle devait faire entre 7 et 10 tenues différentes par épisode, pour les 4 actrices, et ça avec un budget serré. Elle utilisait des tissus de bonne qualité pour que ça passe bien à l'écran, qu'elle n'ait pas l'air de mamie fauchée. Et c'était compliqué pour Bea Arthur avec sa grande taille. Absolument tout devait être fait sur mesure, pas de possibilité d'acheter dans les boutiques comme pour les autres filles. Et pour Rue McClellan, elle avait carrément une clause spéciale dans son contrat qui lui permettait de conserver ses costumes faits sur mesure. Elle a même fini par lancer une ligne de vêtements avec la marque QVC qu'ils ont appelée Touch of Rue, inspirée de son personnage. Mais les costumes sont créés par Judith Evans, donc c'est pas très logique cette histoire de marque. Par contre, la marque QVC, elle utilisait des tissus bon marché pour en vendre au plus grand nombre, évidemment. Et pour Getty, en plus de son costume, elle devait subir une transformation de 45 minutes, elle portait un maquillage épais, des lunettes épaisses et une perruque blanche pour incarner le personnage. Et entre la première et la deuxième saison, elle s'était fait un lifting et l'équipe de maquillage a dû redoubler d'efforts, passant 3 heures en tout rien que sur elle pour la maquiller, l'habiller et tout le bazar. Ils étaient obligés de la remaquiller en lui redessinant ses traits de vieillesse pour plus qu'on voit son lifting. Les créateurs pensaient quand même que Sofia renforçait l'idée que 3 femmes d'âge mûr pouvaient paraître jeunes. À la demande de la reine Elisabeth, qui était réputée être une grande fan, les actrices décraquantes ont été interpréter plusieurs sketchs devant elle et d'autres membres de la famille royale britannique lors du Royal Variety Performance de 1988 à Londres. C'est le concepteur de la série Ed Stephenson qui a créé l'intérieur de la maison des Craquants. Il s'est inspiré des maisons qu'il a vues en Floride pendant un séjour. La cuisine, elle, a été recyclée d'une autre série, nommée High Tech 2, qui n'est pas connue en France. La maison est située dans la série au 6151 Richmond Street, Miami. Et les plans extérieurs de la maison que l'on voit dans les 2 premières saisons viennent d'une vraie maison située à Brentwood, en Californie, qui s'est vendue en 2020 $3 millions. Et n'a du coup plus grand chose à voir avec la Floride. Mais bon, comme ça... Et à partir de la saison 3, la maison utilisée, que l'on voit dans la série, est une réplique dans les studios Disney à Hollywood, dans la partie Residential Street, où c'est juste une façade qui servait pour le tournage de films et de séries. À l'intérieur, tout est vide. Et cette fausse maison a été démolie par Disney en 2003 pour y construire à la place le Light Motors Action Extreme Stunt Show, qui lui-même a été remplacé par le Star Wars Galaxy Edge. Et les 4 premières saisons ont été tournées au Sunset Gower Studio à Los Angeles. La série a rencontré un immense succès à travers le monde, dans 60 pays, mais en France, elle a été diffusée aléatoirement sur France 2 et France 3. Et elle a aussi bénéficié d'une diffusion en version originale sous-titrée, dans l'émission Continental, présentée par Alex Taylor. Pour moi, c'est une des raisons qui a fait que la série est si peu connue en France, car dans Déplaise ou ProVO, en France, c'est la VF qui compte. Et celle qui marche le mieux. Et encore plus à cette époque où c'est les versions doublées qui comptent vraiment le plus dans ces années-là. Et un petit truc bizarre, en Lorraine, la série elle a été renommée Carré de Dames, qui était le titre utilisé aussi en Belgique. Et en Italie, ils l'ont appelé Cœur sans âme. En Allemagne, elle a eu une diffusion particulière, elle était disponible en 2 canaux, le doublage allemand et la version sous-titrée. Il fallait utiliser une télé spéciale pour pouvoir capter cette histoire de canaux, chose qu'ils auraient dû faire en France. Il fallait évidemment être équipé, mais ils auraient dû utiliser cette technique en France au lieu de la diffuser seulement sous-titrée.
La série est donc passée dans de nombreux pays, mais les pays ne se sont pas arrêtés à ça. Nombre d'entre eux ont repris le concept pour le mettre à la sauce de leur pays, comme le Chili, qui fera sa version nommée Lost Anos d'Aranos, Les Andes d'Or en français, qui est sorti en 2015. En Égypte, leur adaptation s'appellera Extra Sugar, sorti en 2020. En Grèce, leur version est intitulée Cherissa Korsikita, et c'est sorti plus tôt en 2008. Ça a cartonné là-bas, plein d'autres pays ont fait ça, la Russie, où ça n'a pas marché, comme en Espagne, les Philippines, le Portugal ont eux aussi fait des versions, avec 2 saisons. En Turquie, ils ont voulu faire une série, mais ça n'a eu qu'un seul épisode, donc ça termine en téléfilm. Au Royaume-Uni, leur version a duré 10 épisodes. Tout ça pour dire que en France, on est vraiment passé à côté du phénomène des 4 mamies. Ça perdure toujours en 2020. Cette série fut un énorme carton, et elle cartonne toujours, et en France, on n'a rien. C'est passé sous les radars, c'est quand même incroyable cette histoire. Et pour vous convaincre, il y a de quoi voir le nombre de récompenses et de nominations qu'a reçu cette série. Elle a eu 68 nominations, et elle a gagné 7 Emmy Awards et 4 Golden Globes. Chacune des 4 actrices a reçu son Emmy Award de la meilleure actrice. Et le reste était pour meilleure série comique. Et en 2013, TV Guide l'a classée au 54e rang sur la liste des 60 meilleures séries de tous les temps. Rien que ça. Oui, c'est vraiment un phénomène passé inaperçu en France. C'est vraiment dingue. Dans la série, les 4 mamies mangent régulièrement des cheesecakes. Elles ont donc même consommé plus de 100 tout au long de la série. Il leur était envoyé par des boulangeries de partout aux États-Unis et Béa Arthur détestait les cheesecakes dans la vraie vie. Donc ça a dû être très sympa ces 7 années de tournage à manger des gâteaux qu'elle aime pas. En 2017, un ami proche de Rue McClellan, qui a hérité de nombreux effets personnels de la star, a ouvert un restaurant sur le thème des Golden Girls à New York. Il l'a décoré avec les effets hérités de la star, mais ça n'a pas rencontré le succès. Il a fermé moins d'1 an après son ouverture. Bien que les 4 femmes résidaient dans la maison, il n'y avait toujours que 3 chaises autour de la célèbre table de cuisine. Cela était simplement dû aux contraintes de tournage. En tenant compte du 4e mur, et pour éviter que les 4 actrices se serrent les épaules, Béa Arthur occupait toujours la chaise centrale, à la fois en raison de sa taille et pour capturer ses expressions faciales inestimables, en réaction aux souvenirs de Blanche sur les rencontres sexuelles passées, et aux histoires de Rose sur Saint-Olaf, et ou aux monologues imagés de Sophia. Et oui, la série avait de nombreuses blagues de cul, disons les mots, ça tournait souvent autour d'une rencontre avec un pénis par une des filles, comme dans un tableau ou une statue, ou un gâteau aux formes évocatrices. Et à chaque fois, les réactions de Dorothy est la même. Elle fait un « wow ». Et dans un docu sur la série, on apprend aussi que ces blagues étaient censurées par les scénaristes, qui les édulcoraient pour pouvoir les diffuser à la télé. Les mamies ne s'ennuyaient donc pas sur ce tournage. Et si vous la regardez, vous vous ennuierez pas non plus. Quand la série a débuté en 1983, Angela Lansbury a été envisagée pour un des rôles. Mais son manager l'a découragée, l'encourageant plutôt à choisir un drame. Et puis après, elle a accepté le rôle emblématique de Jessica Fletcher dans Arabesque en 1984. Voilà la petite liste des guests ou jeunes acteurs qui sont passés dans la série. Sont Mario Lopez, Jerry Olbach, John Fitzgerald, Leslie Nielsen, Tony Jay, Mickey Rooney, George Clooney, Burt Reynolds, Julio Iglesias et Quentin Tarantino qui était déguisé en Elvis. Et les guests principales sont ces 4 grandes actrices qui ont fait le succès de cette série. Elles nous ont malheureusement toutes quittés. Estelle Getty est décédée en 2008 à l'âge de 84 ans, Béa Arthur est décédée en 2009 à l'âge de 86 ans, Rue McClellan, la plus jeune des 4, est décédée en 2010 à l'âge de 76 ans, et Betty White est décédée le 31 décembre 2021, 17 jours avant son 100e anniversaire. Elle avait donc 99 ans. On remercie ces dames d'avoir fait cette série et toute la carrière qu'elles ont eue, car leur visage ne devrait pas vous être inconnu. La série a engendré 2 spin-offs. Le premier spin-off est nommé Unfinished et a été un énorme succès qui a duré 7 ans, comme la série principale, avec 110 épisodes. Dans celui-ci, les mamies sont présentes en guest et Sophia y faisait de nombreuses apparitions. L'histoire de la série tourne autour d'un pédiatre de Miami, le docteur Harry Weston, dont la vie est bouleversée lorsque sa femme, Libby, décède et que ses 2 filles adultes retournent dans la maison familiale. La série est introduite dans les craquantes dans l'épisode 26 de la saison 2 nommé simplement Unfinished. Elle a été diffusée en France entre 93 et 95 sur TF1 sous le titre de La Maison en Folie dans l'émission Samedi et vous.
Elle aura aussi un spin-off nommé Nurse, qui se passe dans un hôpital à Miami et qui est donc aussi un spin-off dérivé des Craquants. Le deuxième spin-off de la série est The Golden Palace. Elle fut créée après le départ de Béatrice Arthur de la saison 7. Et Rue McClanahan a déclaré qu'elle était à l'origine contre l'idée de ce spin-off. Sans le savoir, elle avait bien vu car malgré l'originalité des histoires et le comique intact de ces trois héroïnes, la série n'a tenu qu'une seule saison avant de disparaître. Elles étaient devenues les tenancières d'un hôtel de luxe dans ce spin-off. Un montage de 5 épisodes a été créé en 2021 pour célébrer le 36e anniversaire de la série, nommé Forever Golden, Celebration of Golden Girl. Il est sorti dans certaines salles au cinéma en Amérique du Nord. La série a été adaptée en spectacle off-Broadway, qui a débuté à l'été 2003 à New York au théâtre Rose Stern, avec un casting entièrement masculin de drag queen, nommé The Golden Girl Live. Mais il a été arrêté précipitamment car il n'avait pas obtenu les droits sur la série, et ils ont reçu une ordonnance de cessation et d'abstention de la part des créateurs de l'émission de télé. Les actrices des Golden Girls, Sophia, Dorothy, Blanche et Rose, ont été encore plus immortalisées dans 2 spectacles parodiques de marionnettes. Le premier, Merci d'être une amie, et l'autre, The Last Golden Show, la puppet parodie. Tous deux créés par le scénariste australien Thomas Duncan-Wilde et le producteur Jonathan Rockefeller. Il y a aussi une autre parodie, nommée Golden Girl 2033, qui est un pilote animé et créé par Mike Holligan. Le pilote prend l'audio de la sitcom et le place dans un contexte futuriste inspiré des Jetsons. Il y a aussi plein de livres dont je n'ai pas trop compris l'intérêt. Il n'y en a qu'un seul qui a l'air de servir à quelque chose, qui fait à peu près la même chose que ce que je fais en vidéo, mais en bouquin. Pareil, il y a des faux jeux vidéo et des espèces de jeux parodiques, pas spécialement intéressants. Enfin bref, il n'y a pas d'autres bouquins sur cette série. La licence a bien des jouets et ça m'a étonné. Il y a donc des figurines pop et autres de disponibles, ainsi que des poupées style Barbie de chez NECA, à l'effigie des grands-mères. Ça peut faire les mères ou les grands-mères de vos Barbie pour vos gosses, si vous savez pas quoi acheter, ça existe. Il y a un jeu de plateau, des puzzles, des coquetiers, ainsi que les classiques posters, t-shirts, tasses. La série est disponible en DVD dans certains pays, au Royaume-Uni et en Allemagne. Les coffrets édités par Buena Vista Entertainment ne sont pas tous les mêmes. La saison 1 est doublée et sous-titrée en français, les saisons 2 et 3 sont uniquement sous-titrées en français, bien qu'un doublage français existe. Les dernières saisons ne sont pas disponibles en français. Sur les éditions allemandes, le sous-titrage français est disponible. Sur la saison 1 et la 2 et la saison 3 est sous-titrée et doublée en français. Les saisons 4, 5 et 6, elles, ne sont pas sous-titrées, donc c'est un joyeux bordel pour trouver de la VF dans les DVD. Si vous voulez les acheter, faites attention à ce que vous prenez, c'est vraiment le bazar. Il n'y a plus qu'à espérer qu'un éditeur se penche sur cette série pour la sortir, en version française intégrale. Le générique français de la série Les Craquantes est chanté par Claude Lombard. C'est une chanteuse belge qui a interprété de nombreuses chansons de dessins animés et de séries télévisées. Le titre du générique est Merci à toi mon ami. Et en VO c'est Thank you for being a friend. C'est une reprise de la chanson originale de Andrew Gold. La version anglaise est chantée par Cynthia Fee. On trouve des remixes de la VO sur le net. Et on doit le reste des musiques de la série à George Allison Timpton. Il n'y a pas de CD de la BO de cette série. On la trouve sur des sites de streaming et c'est tout ce qu'il y a. Ce qui est assez bizarre, vu le succès de cette série, que personne n'ait pensé à sortir la BO. J'ai parlé de cette série car on m'a demandé de le faire, pour essayer d'obtenir les DVD en français de la part d'un éditeur. Et nous verrons donc bien si ça va fonctionner, si j'ai du poids ou pas sur internet. Ça va être la grande question. Est-ce que cette vidéo va faire des vues ou pas? Je ne sais pas. Donc partagez-la un max pour que ça puisse fonctionner. Et au-delà de cette histoire, cette série est un sacré phénomène dont la France est totalement passée à côté. Pourtant c'est une sitcom qui aurait trouvé facilement sa place sur M6. Donc c'est complètement incompréhensible qu'elle ne soit pas diffusée. C'est des épisodes de 26 minutes. Pourquoi elle n'a jamais passé sur M6? Et ça aurait fait des coupures avec La petite maison dans la prairie et Dr Queen femme médecin. Je pense qu'elle avait tout à fait sa place à cette tranche horaire-là. Mais ils n'y ont jamais pensé. Pour ceux qui veulent la voir, c'est particulièrement compliqué. Elle est sur Disney+ dans les pays francophones, mais pas en France. Pourquoi? Payez votre logique, on ne sait pas. Pourquoi ils l'ont pas mis? Donc elle doit être disponible au Québec, avec un VPN si vous l'avez. Les droits, c'est vraiment le bordel. Il n'y en a pas un qui va se dire qu'il va simplifier. On est dans un monde où Internet est mondial, où on peut regarder n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, mais il y a encore ces problèmes de droits, de diffusion. En plus, sur des vieilles séries des années 80, ça tient pas debout. Perso, j'ai vu des épisodes à l'époque, mais
plus trop de souvenirs, hein. Je me rappelle du visage des grands-mères. Et pour vous aussi, hein, je pense qu'elles ne devront pas être inconnues, hein. Elles ont fait beaucoup de choses, elles sont passées dans plein de films, plein de séries, plein de téléfilms. C'est vraiment des mamies qui ont une grosse carrière, hein. Dites-moi en commentaire si vous avez vu cette série, dites-nous aussi ce que vous en avez pensé. Si les DVD vous intéressent, eh bien partagez-la à fond autour de vous, hein, parce que la vidéo sert vraiment à ça. Sur ce, n'oubliez pas aussi les autres trucs de YouTube, les abonnements soutien pour voir les vidéos à l'avance, les super merci si vous avez envie de me filer un petit pourboire, les partages, il y a le Tipeee, tout ça. Et sur ce, moi je vous dis à plus pour une autre vidéo. Bye bye!